Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la seconde partie du podcast dans lequel j'ai interviewé Maxime. Pour rappel, la semaine dernière, j'ai fait l'interview de Maxime qui a pu réaliser sa présentation, une description de sa gestion financière et de ses investissements. Aujourd'hui, il va entrer plus dans les détails concernant la van life, un choix d'investissement au quotidien qu'il a pu faire, mais également nous donner ses astuces budgétaires et nous parler de la façon dont il prépare sa retraite. J'ai terminé la présentation du podcast d'aujourd'hui et je vais laisser la parole à Maxime concernant la van life. Je vous souhaite une excellente écoute. Et le van, alors comment tu es venu au van ou au camping-car? Je sais pas comment tu... Alors, pour le camping-car, je voulais depuis longtemps. Alors, bon, c'est vrai que j'avais des amis qui vivaient en camion, en camping-car. Et finalement, c'est assez contagieux. Et je me suis dit, et je trouvais qu'il y avait un lien dans le fait que finalement, je me suis dit, moi qui adore épargner, hein, clairement, c'est un plaisir pour moi, hein. Il y en a, ils vont prendre ça pour une corvée ou un sacrifice. Moi, non, au contraire. Quand je sais que je peux épargner tant, chaque mois, je suis très content. Je suis plus content d'épargner que d'acquérir n'importe quel objet comme un iPhone ou je ne sais quelle voiture neuve. Certains vont être contents. Moi, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Bon. Et je me suis dit, j'ai réfléchi sur le coup, je me suis dit, et si je prenais un camping-car finalement pour vivre dedans? Je paierais plus de loyer, je paierais plus d'électricité, sans faire d'efforts à travailler en plus. Je ferais sauter des charges qui me permettront d'augmenter ma capacité d'épargne, sans faire d'efforts en plus, physiquement, ou sans faire de boulot en plus. Bon, après, ça, c'est un choix qui est, c'est pas un petit choix, comme si, est-ce que j'achète un croissant ou un pain au chocolat ce matin? C'est un choix un peu plus conséquent. Donc, tu te dis, voilà, tu vis plus dans un logement, tu vis dans un camion, quoi. Et bon, je me suis dit, bon, à cette période-là, il y a 2 ans, hein, j'étais célibataire. J'étais célibataire, donc j'ai pas d'enfant. Donc je me suis dit, même, et si ça tourne mal ou s'il y a un problème, finalement, je suis seul à être engagé là-dedans. Donc je me débrouillerai. Donc voilà, au moment où j'ai acheté le camping-car, je me suis dit, le deal, je me suis dit, si je prends le camping-car et que je le prends à crédit, ce que j'ai fait, pourtant je suis anti-crédit, hein. Le deal, c'est que si je prends mon camping-car à crédit, je quitte la location pour vivre dans mon camping-car. Donc oui, je paierai un crédit. À l'heure d'aujourd'hui, mon crédit de camping-car, je le paye 250 € par mois. Mais à côté de ça, je paye plus le loyer. Je suis autonome en électricité. Je paye plus d'eau. Et j'ai amputé aussi le budget carburant, maison boulot. Parce que la semaine, je suis collé au boulot. Je suis à 20 mètres du boulot en camping-car. Donc pas de budget essence. Moins ou beaucoup moins. Et donc voilà, c'était le deal. Et j'ai fait ce choix-là. Et au moment où j'ai acheté le camping-car et que j'ai été le chercher, je me rappelle, je me suis rendu à mon studio. J'ai pris le peu de vêtements que j'avais besoin, de quoi cuisiner, mes instruments, enfin mes guitares, de mon portable, ma tablette, tout ce qui était vital, quoi. J'ai tout mis dans mon camping-car. Et j'ai directement été à mon entreprise, à côté de mon entreprise. Et ensuite j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour quitter mon logement. J'ai fait appel à une société de débarrassement pour vider le logement. Et voilà comment ma vie en camping-car a commencé. D'accord, ok, incroyable. Et au niveau, comment dire, eau, électricité, tout ça, comment tu fais du coup? Alors pour l'électricité, j'ai eu de la chance. Alors mon camping-car m'a coûté 15 500 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était déjà équipé en panneaux solaires et en batterie. Et donc du coup, je me suis rendu compte que ce système électrique que le camping-car est équipé dépasse mes besoins d'électricité. Donc je suis autonome en électricité. Et D'accord. pour l'eau,
pour l'eau, il y a une borne pas loin pour les camping-cars où tu peux prendre de l'eau gratuitement. Donc moi j'ai une cuve d'eau propre de 150 litres. Et à côté de ça, j'ai des 2-3 bidons de 20 litres. Et tous les mois, je vais là-bas me refourguer en eau. Voilà. Donc pour faire la vaisselle, pour prendre des douches. Les douches, après, je les prends au boulot. Et puis tous les jours au boulot, je remplis ma bouteille d'eau pour avoir de l'eau potable à boire, quoi. Ouais, Donc ok. finalement, l'eau, je la paye pas. L'électricité non plus. Donc de ce côté-là, j'ai fait sauter les charges d'électricité et d'eau. Et plus de loyer aussi. Ok. Mais Ah, c'est... à côté de ça, je paye un crédit tous les mois de 257 € pour le camping-car. Ouais, donc l'équivalent d'un loyer, enfin d'un petit loyer, tout petit. Oui, voilà. Et surtout, c'est quelque chose qui m'appartient à terme, quoi. Le C'est camping-car comme m'appartient à terme. c'est comme un crédit IMO pour toi, au final. Un peu, oui, parce que finalement, comme le camping-car, je l'ai acheté d'occasion, même si je fais un crédit, derrière, si l'envie un jour revient de le revendre, bah, c'est pas comme si j'avais jeté de l'argent dans des loyers. Je peux toujours le revendre, peut-être moins cher que ce que je l'ai acheté, mais je perds pas tout l'argent durant ce crédit, quoi. Donc Bien sûr. en même temps, oui, faire un crédit pour une bagnole ou ce genre de choses, c'est clairement un passif. Hein. C'est contraire à l'investissement même. Mais dans le cas où je l'ai utilisé, c'est ça augmente ma capacité d'épargne et ça m'a permis de faire sauter des charges. Donc et en remboursant ce crédit-là, c'est quelque chose qui m'appartient au final et que je peux revendre le jour où je revendrai. Sans grosse perte, parce que un camping-car, ça perd moins vite de la valeur qu'une voiture. Et puis, Ok. il était déjà d'occasion, donc il peut pas beaucoup plus baisser en valeur. Donc, D'accord. dans le cadre dans lequel j'utilise mon camping-car et vivre dedans, je pense que c'est un actif. C'est ce qui me permet de dégager plus d'épargne à investir. Et donc, du coup, cette épargne investie, qui n'aurait pas été jetée dans des factures d'électricité et un loyer, bah, va me bénéficier sur le long terme, automatiquement. Ok. Oui, oui, forcément. Oui, puis de toute façon, t'as la partie capitale aussi dans ton crédit, donc ton camping-car il se paye tous les mois. Oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Et t'as d'autres astuces minimalistes pour les auditeurs? Oui, apprenez à cuisiner. C'est vrai que aujourd'hui, on peut relativement manger pour pas cher. Et c'est vrai que, bon, encore une fois là-dessus, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont appris à cuisiner. Donc j'ai cuisiné tôt, hein, j'ai su me faire manger. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, je prends toujours sensiblement les mêmes choses au magasin, donc tout ce qui est légumes un peu en brut, quoi, pommes de terre, carottes et tout ça, oignons. Et ensuite, t'apprends à cuisiner tout ça, des produits simples qui coûtent pas forcément cher et qui sont sains. Et finalement, le fait de cuisiner, tu te fais des plats très bons et c'est très économique, quoi. Quand tu vois tous les plats transformés et tout ça qui coûtent une blinde, le choix de cuisiner aujourd'hui, ça fait énormément d'économies et pour la santé et pour le portefeuille. Exactement, ouais. Rien que pour la santé, c'est vraiment très très bien. Et par contre, moi, ce que je trouve qui est difficile, c'est d'avoir les idées de recettes. Oui, après, maintenant il y a tout, hein, il y a plein de sites pour avoir des recettes. Mais c'est vrai que toutes les semaines, finalement, je vais faire des repas différents. Mais toutes les semaines, je vais m'en tenir à une liste que je vais acheter à peu près tout le temps les mêmes choses, quoi. Donc au final, Ok. c'est Alors, des recettes simples finalement. C'est pas du 4 étoiles non plus, hein, c'est des choses simples comme des pâtes carbonara, des, des purées, des viandes. Après, tu prends par exemple des lentilles, tu prends des carottes, c'est pas trop cher, des lentilles sèches, des oignons, des lardons, puis tu te fais un petit salé aux lentilles, et pour pas cher du tout, ouais, quoi. Et ça dure quelques jours. Et oui, je fais c'est ça vrai. aussi.
je cuisine des plats qui durent quelques jours. Par exemple, je vais faire un sauté de porc. Je rigole parce que on commence à parler économie et puis on va parler cuisine. Tu commences, tu commences par, tu prends une sautée de porc avec des carottes, tu mets du vin rouge et puis tu te fais plusieurs repas dessus et puis c'est économique quoi. Ouais. Et du coup, tu fais la gamelle entre midi et deux ou tu vas à une cantine? Ah, moi, alors, par rapport à mes horaires, je mange dans mon camping-car. C'est-à-dire que, en mes horaires de travail, soit je suis le matin, donc de 5 heures à 13 heures, je bosse. Ok. Et une semaine, la semaine d'après, je suis l'après-midi. Donc j'alterne une semaine après-midi, une semaine matin. Et donc soit je cuisine le matin, durant ma matinée, quand je travaille l'après-midi, ou soit je cuisine l'après-midi, quand j'ai mes après-midi de libre. Ok. Ah, c'est cool. Ouais. Et aussi, D'accord. après ça n'engage que moi, je n'achète jamais de tout ce qui est soda, jus d'orange, tout ça. C'est vrai que c'est pas dans mes habitudes d'acheter ça. Ou même gâteau sucré, j'achète jamais ça. Et c'est pas question de me priver, c'est que c'est même pas en fait finalement dans mes habitudes d'en acheter. Donc j'imagine que ça doit aider beaucoup, ça aussi. Et Ok. Ouais. une autre astuce aussi économique, ne fumez pas. Ne fumez pas et bon, buvez de l'alcool mais occasionnellement quoi. Et pour ma part, je fume pas, donc j'imagine que ça doit aider Ouais, je comprends. Oui, aussi. oui. Oui, ça aide beaucoup. Après, alors, je fume pas non plus, mais je jette pas la pierre parce que je sais que c'est une addiction qui est très, très difficile à arrêter. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que oui, pour ceux qui fument, si vous pouvez éviter, si vous pouvez ne serait-ce que réduire, ça aide vachement dans le budget. Oui, il y avait je voulais retomber là-dessus, rebondir là-dessus. Il y avait un article que j'avais lu une fois sur internet qui disait que un fumeur qui fume une ou 10 cigarettes par jour, sur le long terme, combien il a dépensé sur 10 ans, sur 20 ans. Et on tombe sur les sommes, mais faramineuses, quoi, je veux dire. Tu te rends compte que, en fumant, par exemple, je raconte une connerie, 10 cigarettes par jour, ok, bon, mais sur 10 ans ou 20 ans, tu te rends compte que tu as dépensé 40 000 euros et tu investis cette somme en bourse. C'est incroyable, l'argent qui est dépensé dans des cigarettes alors que c'est des sommes faramineuses. Et j'avais vu ça et je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'il y a des dépenses comme ça, ouais, ça te coûte, allez, que 20 euros par mois. Sur le moment, tu te dis, ouais, c'est que 20 euros par mois. Mais sur le long terme, tu te dis, waouh, ça fait tout ça. Et c'est là que tu te rends compte qu'une mauvaise habitude qui peut te changer sur le court terme peut carrément changer ton futur financier, quoi. Sur le long terme. Ouais, exactement. Et puis c'est pour ça que pour le coup, moi je fais la traque à tout ce qui est abonnement. Oui, Netflix, machin, ça c'est non. J'ai essayé de réduire les abonnements téléphone au plus possible. ok. L'abonnement téléphone, alors bon, moi j'ai une box internet aussi, mais Ouais. je veux absolument les réduire au maximum. C'est marrant que tu racontes ça parce qu'en ce moment-là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai réduit mon abonnement Netflix. Il y a quelques mois de ça, je suis passé au. J'avais le forfait du milieu à 13 euros, 14 euros. Il avait augmenté à 14,99 €. Et je me suis dit, bah finalement, quitte à avoir des pubs pendant les films, je vais réduire mon abonnement Netflix parce que je suis un consommateur de Netflix. Je vais réduire au premier stade, au premier forfait de 8 euros. Puis il y aura des pubs, mais c'est pas grave, hein, ça baisse. Mon abonnement MyCanal de 30 euros, j'ai résilié. Donc finalement, mon abonnement, ouais, maintenant j'ai plus que Netflix. Et MyCanal, je suis encore engagé sur 4 mois, malheureusement, ils m'ont bien eu. Donc du coup, Ok. ça va jarter. Et finalement, pour les films, j'ai Netflix maintenant. Tant que je consomme la plateforme sur laquelle je paye un abonnement, je considère que c'est utile. Bien Après, sûr. Ouais, ouais. effectivement, si c'est un truc que tu utilises tous les 4 semaines, ça sert plus à rien de l'avoir. Donc, MyCanal, je l'enlève. Mais j'ai conservé Netflix, mais j'ai réduit le forfait. Et finalement, Ok. on se rend compte que c'est pas.
c'est pas plus, tu te sens pas plus privé que ça. Ok, ok. Et du coup, ça me fait penser et ça me permet de rebondir sur une autre question. Euh, Comment toi, Maxime, tu te fais plaisir? Et quels sont tes craquages financiers? Moi, comment je me fais plaisir? Moi, tu vois, un plaisir que je vais m'accorder de temps en temps, c'est de faire, par exemple, un resto avec ma copine. Ça fait partie Ok. des plaisirs où c'est important. C'est important de se faire plaisir. Parce que finalement, quelle vie de merde. Si tu passes ta vie à traquer les moindres dépenses, juste pour espérer avoir une retraite ou un capital élevé, il faut vivre à côté. Faut vivre à deux vitesses en fait. C'est un peu ce que je fais, c'est je profite de l'instant présent. Mais profiter, ça veut pas dire non plus tout claquer. Hein, beaucoup de gens confondent entre profiter et claquer tout leur argent. Alors tu peux profiter de la vie sans forcément claquer l'argent. Alors pour moi, les plaisirs, par exemple avec ma copine, ce qu'on se fait beaucoup, c'est en des festivals de musique, par exemple, tu vois. Ok. Là-dessus, voilà. Après, on va en faire tant par mois. Voilà, encore une fois, c'est un budget. Je mets des limites. Alors, je pense qu'il faut mettre des limites dans tout. Pareil pour les restos. Un de temps en temps, c'est très bien, mais j'en ferai pas toutes les semaines. Ah bah, et après, tu perds le plaisir aussi du moment, C'est, si c'est une ouais, c'est routine. ça, ouais. C'est ça, exactement. Ok. Et Ah, sinon, comment super. je me fais plaisir, je- après, c'est des plaisirs, par exemple, faire de la guitare ou faire de la cuisine. Pour moi, c'est un plaisir. C'est des plaisirs simples, en fait, et j'espère que je réponds à ta question. Ou ta Ah question, oui, c'est oui, entièrement. comment je me fais plaisir financièrement. Bah, que ce soit financier ou pas, enfin, tu vois, quand tu dis faire de la cuisine, c'est pas vraiment financier, mais ça répond quand même à la question des Mm. plaisirs. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui se disent que ben regarder son budget, faire un budget, c'est rébarbatif et puis c'est que des contraintes. Et en fait, Oui, comme enfin la façon dont tu l'as répondu, tu as super bien dit. T'as dit moi je fais des restos et je délimite un budget aussi pour ça, pour les restos et oui, pour les festivals. oui, c'est ça. Euh, le fait de l'avoir budgétisé, c'est top, vraiment. Oui, Très très bien. et puis c'est important aussi de se récompenser. Par exemple, cette année, en début d'année, c'était pas prévu. Euh, Ma copine a un vélo électrique. Et elle m'a fait part qu'elle aimerait bien aussi qu'on j'en ai un pour qu'on fasse des balades et tout ça. Et puis même c'est un vélo électrique, ça permet de se déplacer. Et du coup, petit plaisir que je me suis fait en début d'année, par exemple, je me suis acheté un vélo électrique. Voilà. Et j'ai vu ça aussi comme un investissement, puisque ça permet aussi de faire des trajets gratuitement, quoi. Et parce que j'ai vu aussi, à ma grande surprise, que la batterie de mon vélo électrique peut se recharger avec le système solaire de mon camping-car. Donc, gros point fort, que ça m'a fait beaucoup plaisir. Ok, ouais, du coup la boucle est bouclée quoi. Du coup, oui. Et je me suis fait ce plaisir en début d'année. Je me suis acheté Ok, un vélo super. électrique, donc voilà, en gros, pour les plaisirs. Et sinon, oui, des fois, quand je fais les courses et que j'ai envie de me faire, par exemple, un bon repas en sauce avec de la bonne viande de bœuf, je lésine pas. Je prends ce qu'il faut. Des fois, je me fais plaisir. Je ferme un peu les yeux sur le prix de la nourriture, des fois, de temps en Ok, temps. ok. Ah super. Et aussi, Et ouais, j'ai un autre conseil pour les auditeurs. Choisissez bien votre partenaire de vie. Et même Warren Buffett l'a dit. Le partenaire de vie avec lequel vous allez faire votre vie va avoir beaucoup d'impact sur votre avenir financier. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une copine qui est économe comme moi et qui vit simplement. Et ça, je pense que c'est un très gros point avantageux. Que si par exemple j'étais tombé sur une personne très dépensière, ah bon, toi, t'économises, bah t'es un radin. Je pense que ça l'aurait pas fait. Et oui, il faut faire vraiment très attention avec qui on se met dans la vie, quoi. Ça peut changer
votre plan financier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Les relations humaines, c'est compliqué et du coup, c'est vrai que ne serait-ce que si on n'a pas les mêmes visions des choses sur le côté financier du terme, euh, ben, ça peut vite créer même des tensions dans le couple. Alors Oui, que si on est un peu câblé pareil, si on sait aussi pourquoi on le fait, ben, ça peut permettre d'aider là-dessus. surtout que les soucis financiers, c'est une des plus grandes causes de séparation. L'argent. Mm. L'argent en général, les problèmes d'argent en général, c'est une des grandes causes de séparation. Enfin, ça fait partie des causes de séparation d'un couple les plus grandes, quoi. Donc quand Ok. t'es axé Ça sur fait. la même direction, quand les deux sont axés sur la même direction financièrement, ça gagne en stabilité. Ok, ok. Et, Ça- au niveau de pourquoi tu investis et pourquoi enfin, ta vision, toi, long terme, Oui. c'est quoi ton pourquoi? Alors moi, pourquoi j'investis, c'est que la retraite. Voilà, je me dis à la retraite, j'ai pas envie d'être à la retraite en ayant travaillé toute ma vie, parce que là, je vais faire que reculer. Hein. Plus ça va, moins d'actifs par Bien retraité, parti pour, on est d'accord. et ça peut pas durer comme ça. Il y a un moment, ça va se casser la gueule. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie et aussi moi me donner le choix, parce que l'âge de la retraite va faire que reculer. Hein. J'ai aussi envie j'investis pour me donner le choix entre 50 et 60 ans, si je veux continuer à travailler ou non, si je veux continuer à temps partiel, ou si je veux, de toute façon je continuerai à travailler. Mais au moins j'aurai le choix d'arrêter si je veux, théoriquement. Ok, Et me constituer un capital aussi pour assurer, pour avoir une retraite confortable, quoi. Parce que je, quand, quand tu vois des petits vieux qui ont bossé toute leur vie pendant 40 ans et qui se retrouvent avec 1 000 € par mois devant un stand au marché à devoir choisir s'ils peuvent prendre de la viande ou des légumes, je suis désolé, ça me fait mal au cœur. fait mal au cœur, ouais. J'ai pas envie d'arriver à ça à 60 ans ou à 65 ans. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma retraite en main. Comme font les Américains d'ailleurs, comme le font les Britanniques, les Canadiens aussi. Nous en France, on a un système de retraite qui est très ancien, quoi. Ça peut pas durer. Faut changer le système de retraite. Bah, le système de retraite, il est particulier, on va dire. Non, mais Mais je suis d'accord avec toi. Tous les jeunes avec qui je discute, enfin, quand je dis jeunes, c'est des personnes de notre âge, quoi. Nerfs ou un peu moins, à peu près dans notre fourchette d'âge, qui sont un peu plus jeunes, un peu plus vieux que nous. C'est des personnes qui pensent, enfin, celles qui investissent en règle générale, c'est celles qui pensent à la retraite et qui se disent, purée, on n'aura pas de retraite, comment on fait? c'est vrai, c'est vrai, ouais. Et c'est vrai que ça peut être angoissant parce que c'est vrai que cette question-là, on nous apprend pas ça à l'école. Je pense que tout le savoir, toi et moi, qu'on a financier, c'est nous-mêmes, on a dû devoir le chercher par nous-mêmes. Je pense pas qu'on a dû l'apprendre à l'école, on nous apprend pas ça, alors qu'en fait, ce serait une base. L'éducation financière, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire. Quand tu vois, il y en a, ils sont dans des soucis financiers de surendettement et des problèmes et des galères financiers. Je me dis que l'éducation financière, je comprends pas pourquoi c'est pas obligatoire dans le cursus scolaire. Serait-ce que lire une fiche de paye ou un bulletin d'imposition, là, je sais plus comment ça s'appelle, un relevé d'imposition. Ouais. Je sais pas toi à quel moment t'as appris ça, mais moi je l'ai appris en les recevant à la maison, hein.
et en regardant sur internet et en essayant de m'éduquer. Mais à l'école, on Oui, m'a voilà. jamais appris la différence entre un salaire brut et un salaire net, que après le salaire net, il y avait encore l'imposition sur le revenu, et tout ça, Ouais, c'est c'est vrai. Et ce qui est bien avec l'algorithme YouTube, je trouve, c'est que dès que tu t'intéresses à quelque chose en particulier, il te renvoie des vidéos sur le même thème. Donc du coup, tu tombes sur plein de vidéos en même temps et ça te forge, ça te forme. Il y a un YouTuber, il a même dit qu'il a plus appris en bourse, qu'il a plus appris en bourse avec le livre La bourse pour les nuls. C'est la collection Les Nuls là. ouais. Il a plus appris de la bourse avec ce livre-là qu'en 5 ans d'études en économie. Hein. Donc D'accord. ça Ah veut, oui. ça, veut, ça veut quand même tout dire. Et sachant que le livre, il coûte moins de 5 euros et que les études en économie, il a payé un chiffre à 5 chiffres, quoi. Ah Donc bah oui, oui. Ouais, les études en économie, c'est super cher. Les écoles de commerce, ce genre de choses, c'est très très cher. et c'est vrai que c'est incroyable parce que on a accès entre ChatGPT et YouTube, tous les podcasts, tout le nombre de thèmes, on a accès à tout le savoir. C'est vrai qu'on est une génération, on a de la chance parce qu'on a accès à tout le savoir. Tu sais pas réparer un truc, tu vas sur YouTube. T'auras des tutos. Tu veux savoir Exactement. comment t'enrichir, tu vas sur YouTube, t'auras tes tutos. En un clic, t'as tout le savoir. Et autant l'utiliser pour bénéficier à sa vie. C'est vrai qu'un autre conseil qu'on peut donner par rapport au savoir, c'est ne arrêter de jeter quand c'est pas cassé. Apprenez à réparer les petites broutilles. Exact. Souvent c'est pas grand chose. On va sur YouTube, on dit tiens tel modèle, il a telle panne, et on nous dit est-ce que ça coûte, c'est un petit composant qui coûte 2 euros et qu'on peut réparer en 2 secondes, ou est-ce que là c'est mort, effectivement ça peut arriver. Mais des fois on est vraiment surpris. Mais c'est vrai. Et pourtant, des fois, c'est plus simple qu'il n'y paraît de réparer. Exactement. Ouais. Puis avec YouTube on peut réparer tout. Enfin, ça peut être sa voiture, ça peut être de l'informatique, ça peut être tout et Bah oui, n'importe quoi. oui. Même apprendre à cuisiner. Il y a tellement de C'est vrai. podcasts de recettes de cuisine et le mec il fait devant toi en plus en vidéo. Donc c'est Trop vrai bien. qu'on a de la chance dessus, c'est qu'en un clic, on a accès à une multitude d'informations gratuites en plus. Ouais. C'est incroyable. Faudra que tu me donnes tes conseils pour les chaînes repas. Oui, j'ai quelques idées, ouais. Ah bon, Mais super. Je te les prendrai à la fin du podcast. Enfin, ça m'a bien plu que tu parles de cette petite guéguerre entre l'ETF Monde et l'ETF S&P 500, parce que pour moi, elle a pas vraiment lieu d'être, quoi. Enfin, c'est oui, c'est juste un. Enfin, pour moi, ils se ressemblent tellement que c'est que ça. En faut fait, dans le MSCI World, t'as le S&P 500 à exactement, mais ça 70%, à, représente. so- à, so- à, so- à 70%, donc Ouais, et les 30% c'est restants, ça. bah, c'est les autres pays qui permettent de diversifier. Bon, bah, après ils font pas trop de performances. Hein. On l'a vu sur Voilà, les on est décennies, d'accord. mais Je pense que les pays restants, allez, les trois quarts, ça doit être l'Europe. L'Europe, on voit ouais. très bien la performance qu'elle a en ce moment. Donc bon, au final, le S&P 500, c'est peut-être mieux. En termes de performance, en tout cas, je crois que les derniers benchmarks que j'ai vus, ils donnaient le S&P 500 meilleur. Oui, c'est possible. Après, moi, j'avais commencé sur le TF Monde, je me suis dit que bon, la différence, elle était pas énorme, donc j'ai continué là-dessus, tout simplement. Oui, puis dedans, t'as les leaders mondiaux, quoi. Donc au final, et puis ce que je trouve séduisant dans dans les ETF, c'est qu'ils sont auto-nettoyants. Donc on n'a pas à choisir, comme disait Jack Bogle, un des mentors à Warren Buffett, il disait, au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, au lieu de chercher l'entreprise qui va faire x1000 comme Nvidia par exemple, achetez la botte de foin. L'aiguille, elle est déjà dedans. Achetez la botte de foin.
acheter le marché. Au lieu de chercher l'entreprise qui va faire x1000, acheter le marché dans son entièreté. Elle sera dedans, l'entreprise, qui fera x1000. Et ce qui est marrant, c'est que dans les années 2000, tu vois, ce qui composait le S&P 500, c'était des entreprises qui avaient rien à voir avec celles qui sont dans le S&P 500, qui surpondèrent le S&P 500, le S&P 500 à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est comme il est auto-nettoyant. Je sais pas, dans 10-20 ans, il y aura de nouvelles entreprises qui n'existent pas encore. Elles seront dans le top du S&P 500 ou du MSCI World. Et il n'y a rien besoin de faire, en fait, ça s'autogère. C'est vrai. C'est ça que je trouve incroyable. Ouais, En fait, c'est le en fait, en bourse, c'est ceux qui ont gagné le plus d'argent en bourse, tu vas rigoler, mais c'est soit les personnes qui sont décédées et que leur compte continue de faire de la performance, ou soit les gens qui ont oublié leur identifiant. Ouais, c'est vrai que j'avais vu cette stat. Je sais pas si, enfin, je sais pas si t'es allé chercher comment on dit, enfin, les chiffres, on va dire, derrière ça, mais c'est vrai que j'avais déjà lu ça. Ouais. Et en fait, la meilleure solution en bourse, surtout en ETF, c'est en fait d'être discipliné, d'investir tous les mois, d'ignorer les bruits, les médias, tout ça, les titres alarmistes, tout ça, t'en finis plus, quoi. C'est vrai que là, j'en regarde beaucoup de vidéos et t'en as toujours. Tous les jours, tu vas avoir des vidéos, S&P 500 crash bientôt, crash bientôt. Tous les jours, t'en as un qui va te prédire un crash. Forcément que ça va arriver. Même une horloge arrêtée montre 2 fois l'heure tous les jours. Donc forcément qu'à force de dire tout le temps un crash, un crash, un crash, un crash, ça va arriver. Combien y en a qui disent ça y est, la bourse c'est fini? Bah c'est pareil, en 2008, tout le monde disait le S&P 500 c'est fini, la bourse c'est fini. Pourtant, il a continué de grimper des sommets. Hein. Il y aura toujours des des pseudo-analystes qui prédiront un crash ou une décennie récession et que ça fera plus rien, mais finalement la bourse elle continue en fait. Parce que de toute façon, la bourse c'est la croissance humaine, hein, donc il y a un moment où, à partir du moment où les entreprises créent de la valeur, ça va monter. Ouais. Puis tant que les gens continueront d'acheter, bah, les entreprises continueront à faire du bénéfice. Regarde, pour un exemple, pendant le Covid, tout le monde aura 1 euro pour acheter une bouteille de Coca-Cola par exemple. Et tant que les gens y consomment, bah les entreprises continueront de faire du bénéfice et de faire de la croissance. Et puis faut pas trop regarder dès que ça baisse un peu, tu vois, sur BFM TV tout ça, t'as les pseudo-analystes qui disent non, faut tout vendre, donc tout le monde vend, tu vois bien. Du coup ça descend encore plus. Et puis il y a ceux qui rigolent et il y a ceux qui ont peur. Donc les patients gagnent. Sur le long terme, de toute façon sur le long terme, personne n'a jamais gagné. Personne n'a jamais perdu d'argent en bourse quand t'es investi sur le long terme. Sur le long terme, normalement, ça va. Oui. Ok, et alors, dernière petite question avant qu'on s'arrête, parce que je crois qu'on est déjà à 1h20. Dernière petite question avant qu'on s'arrête. Est-ce que t'as de la crypto et qu'est-ce que t'en penses? Non, j'ai pas de crypto moi. Et personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je pars du principe que ce qu'a fait la crypto, elle pourra plus le refaire. Et je dis pas que c'est nul la crypto. Hein. Je dis pas que c'est nul. Je dis juste que ça m'intéresse pas. Et la façon dont ça monte et ça descend, je trouve ça pas sain. C'est pas comme une entreprise qui crée de la valeur, qui crée un objet, qui le vend. La crypto, en fait, pour moi, c'est un peu... t'achètes une crypto tant, et t'attends qu'il y a un couillon qui va l'acheter plus cher derrière toi. Et c'est comme ça que ça va monter. Mais ça crée pas de valeur, la crypto-monnaie. C'est séduisant, oui, ça a explosé. Hein. Quand tu regardes ceux qui ont investi des euros, et puis qui ont fini millionnaires ou milliardaires, forcément, tous ceux qui investissent maintenant, ils sont dans l'espoir de se dire, bah tiens, on va faire pareil. Mais sauf que c'est pas pareil de passer de 1 centime à 100 000,
que de passer à 100 000 à je ne sais pas combien de prières. Elle pourra pas refaire fois je ne sais pas combien. Pour moi, la crypto, c'est trop risqué. Et non, je mettrai pas ma retraite dessus. Peut-être qu'un jour, je mettrai, peut-être 10%, une partie, histoire de voir ce que ça fait, mais je comprends pas comment ça monte ou ça descend. Enfin si, je comprends pourquoi ça monte et ça descend. Il y en a qui vendent des cachettes. Il y a la FOMO, les gens ont peur de passer à côté de l'opportunité, donc ils achètent en pensant que ça va faire x 1000, mais ça crée pas de valeur, la crypto-monnaie. Ça crée pas de dividendes. Ça n'a pas de valeur intrinsèque. C'est spéculatif pour moi. C'est spéculatif pour moi. Je comprends 100% ce que tu dis parce que j'ai exactement la même. Oui, pardon, Ah ouais. je t'en prie. Après, je critique pas ceux qui investissent dessus, hein. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi, je dis pas que c'est nul et que c'est de la merde. Je dis juste que moi, personnellement, je mettrais pas ma retraite dessus, hein. Et puis en plus, je rebondis à ça. Cette semaine aux informations, je sais pas si t'en as entendu parler, mais il y en a, ils ont investi sur une fausse plateforme de crypto-monnaie et puis ils se sont fait les détenteurs de la plateforme, ils se sont barrés avec la caisse. 18 millions d'euros au total. La plateforme s'appelle ACCGM. Et en fait, c'est lié avec une intelligence. C'est passé aux infos il y a 2 jours. Ok, je regarde pas les infos. Et oui, rarement moi, mais bizarrement, je suis tombé dessus. Et en fait, si tu veux, des escrocs, ils ont monté une plateforme appelée ACCGM de trading en crypto-monnaie. Et en fait, en bouche à oreille, plein de gens, de particuliers comme toi et moi, ils ont dit oui, faut que tu investisses dessus. Tu gagneras 5 à 4 fois ta mise en quelques jours. Tous les jours, tu gagneras 50 euros. Et tu vois, les gens qui sont malheureusement pas éduqués financièrement, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bah ouais, la dame qui a été interviewée à la télé là, elle a fait bah oui, j'ai mis 4600 euros du coup. Puis elle a vu son truc monter jusqu'à 26 000 euros. Tu vois? Elle a fait bon comme elle disait à la télé, elle disait bon on va partir à Bali, chérie, hein. Et en fait, les mecs ils se sont barrés avec la caisse. 18 millions d'euros. Il y a 2000 Français qui ont investi sur cette plateforme. Ils sont tous fait nettoyer. Voilà la crypto. Le problème de la crypto, c'est que c'est pas protégé et que malheureusement beaucoup d'escrocs se servent de la naïveté des gens. Parce que quand t'es éduqué financièrement, tu sais très bien que aucun investissement te redonne 5 fois ta mise en quelques semaines, c'est impossible. Ou alors faut m'expliquer comment. Ah non, mais c'est impossible. Je te confirme et ouais. C'est ça. Éduquez-vous financièrement pour le savoir, ouais. Et voilà une des raisons pourquoi concrètes de cette semaine de pourquoi j'investis pas dans la crypto. C'est trop volatile, c'est trop risqué. Il y a beaucoup trop d'arnaques. Il y a eu beaucoup trop les plateformes sont pas assez protégées. En bourse, toutes les plateformes sont réglementées. C'est-à-dire que la plateforme dans laquelle tu investis, elle ne détient pas les actifs dans lesquels tu investis. Alors que la crypto, les mecs à tout moment, ils peuvent fermer la plateforme et se barrer avec la caisse. Et au moment où la dame, elle voulait retirer ses fonds, et elle a galéré. Ils ont dit oui, mise à jour de la plateforme. Et ils ont fait disparaître la plateforme et elle a plus de nouvelles, plus rien, plus de sous, plus de plateforme qui existe, plus rien. Merci, au revoir. Nettoyer. Donc ça freine. Hein. Oui, c'est sûr. Je comprends. Et toi, du coup, la crypto pour toi, c'est Alors moi j'ai voulu essayer, donc j'ai mis 200 euros dessus pour voir un peu ce que ça donnait. Après j'ai utilisé Binance comme plateforme parce que je savais que c'était quand même une grosse plateforme connue. Oui, c'est la plus sécurisée, celle-là. C'est ce qui me semble. Tu vas rire, mais je l'ai téléchargé aussi cette plateforme.
J'ai rien investi dedans encore, hein, mais je l'ai téléchargé, j'ai téléchargé Binance au cas où un jour je me dirais tiens, je vais mettre 1000 € dedans pour voir ce que ça fait. Juste Bon, voir après, par moi, j'étais curiosité. plus modéré parce que, comme tu dis, ça monte et ça descend à des rythmes très très soutenus et j'étais pas sûr d'accepter un moins 40% par exemple. Donc je me suis Oui. dit, je vais mettre 100 €, puis après j'ai remis 100 €, donc je crois qu'aujourd'hui j'ai dû mettre 200. Euh, voilà, 2 ou 300 peut-être, mais voilà, pas plus. Et Après, en fait, c'est vraiment, j'ai voulu tenter un petit DCA comme ça, et puis au final, je l'ai même pas tenu parce que ben ça part dans tous les sens. ouais, bah c'est vrai. Après, si tu m'as dit que t'es pas prêt d'accepter un moins 40%. Attends-toi à ce qu'un jour ou l'autre, la bourse fera du moins 40%. Hein. Je suis d'accord, mais pas d'un jour sur l'autre. Non, oui. Là, c'est le moins 40% du jour au lendemain. Là, je suis pas prêt. Non, la bourse, je pense que une grosse journée de correction, c'est moins 6, moins 7%. Déjà, on est sur une Ouais. belle grosse journée de correction. Ouais. Après, je sais que la bourse, elle a déjà fait et elle refera des moins 30, des moins 40. D'ailleurs, pendant le Covid, on l'a bien vu. Oui, ouais. Donc voilà, moi j'étais investi C'est- pendant le Covid. Je me suis fait plaisir. C'est-à-dire Ah bah oui. que j'ai racheté des actions. Il y a certaines actions que j'ai achetées, j'ai fait 1 fois 2 fois 3 dessus en quelques mois. Bah oui, ça m'étonne pas. Donc non, pour le coup, C'est c'est les soldes, quoi. En fait, c'est comme si... En fait, faut raisonner la bourse comme l'immobilier. Par exemple, Jack Bogle, il disait, c'est comme si t'avais un Monsieur Marché. Monsieur Marché, voilà, c'est ça. Monsieur Marché. Tous les jours, il vient frapper à ta porte chez toi et il te disait, voilà, tiens, aujourd'hui, ta maison, elle vaut 200 000. Oui, ok, très bien. Il revient le lendemain, tiens, ta maison, elle vaut 150 000. Oui, très bien, mais je vais pas vendre, lâche-moi. Et, et en fait, les gens en immobilier, il y a des crashs immobiliers, hein, mais les gens, ils vendent pas. Pourquoi? Parce que c'est chiant et long à vendre. Donc, l'immobilier, les gens, finalement, quand il y a un crash ou que l'immobilier baisse en valeur, bah, les gens, ils font quoi? Ils font, bon, bah, on va attendre, hein. C'est pas parce que ma maison baisse en valeur faut la vendre. Puis, de toute façon, c'est chiant à vendre. Et le problème de la bourse, c'est ça. C'est que c'est tellement facile à vendre tes parts. En une fraction de seconde, t'as tout revendu. Et finalement, on ouais, devrait avoir la même raisonnement pour la bourse que l'immobilier. C'est-à-dire que même si ton portefeuille il descend, bah ok, mais c'est une moins-value latente. Tant que tu revends pas, t'as rien perdu. Parce qu'au moment où exactement, tu pas revends, vendu, c'est pas au moment où tu perdu. revends, ça peut remonter à tout moment. C'est ça. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sont contents quand ça monte et ont peur quand ça descend, alors que ça devrait être l'inverse. On devrait être content quand ça descend, parce que c'est là où on va accumuler encore plus de parts moins chères, qu'on va faire baisser notre prix de revient moyen. Et c'est plus bénéfique sur le long terme de profiter d'un crash plutôt que d'investir tout le temps dans un marché haussier. C'est plus sain aussi. Ouais. Faut un peu que Après, le voilà, marché se consolide de temps en temps, qu'il refasse des petites baisses, qu'il prenne une c'est pour ça. respiration et qu'il remonte. Bah oui, c'est ça. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir une épargne de précaution à côté, qui fait que même si ton portefeuille boursier il prend moins 50%, bah ça impacte pas ta vie, puisque tu as toujours un fonds d'urgence en cas de problème. Donc ouais, le fonds d'urgence c'est obligatoire. Exactement. C'est obligatoire. C'est ça. C'est la première chose à faire. Mm. Bah oui. Et se constituer Très une bien. petite réserve de cash, c'est aussi vraiment bien. En plus. Ok, ouais. C'est-à-dire, enfin, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Et bah, même si t'as, par exemple, on dit qu'il faut avoir un fonds d'urgence entre 3 et 6 mois de dépenses Mhm. pour être bien. Mais j'hésite pas tous les mois, tu vois, je fais une allocation entre mon investissement en bourse et je continue de mettre de côté quand même si mon épargne d'urgence elle est grosse.
Et ça me permet de me faire une réserve de cash. Parce que le jour où il y a une grosse correction ou un crash, et ben je sais que j'aurai de l'argent spécial crash ou correction que je pourrais investir pour pouvoir profiter de la baisse. Ok, ouais, oui, oui, je comprends, ouais, je comprends, oui, oui, d'accord. Et Ok, quand tu profites de la baisse, bah finalement tu fais baisser ton prix de revient. Et quand le marché rebondit, bah ta plus-value elle explose quoi. c'est sûr. Regarde, Ouais, admettons, tu m'as dit que tu avais investi pendant la crise du Covid. ouais. Bah ça, tu m'avais dit que tu avais fait x3, x3, Il y a x4. certaines actions qui ont fait x3, ouais. Mais si tu avais continué un DCA sans investir en plus en surplus durant la crise, tu n'aurais peut-être pas fait autant Ah non, j'aurais, que ce que tu as fait. exact, c'est sûr, c'est sûr, ouais. Ouais, à ce moment-là, il faut savoir prendre un peu des risques, on va dire, Ouais. en investissant, ouais. Et une des règles que Warren Buffett il dit, c'est soyez avide quand les autres ont peur et ayez peur quand les autres sont avides. Donc ça veut dire en gros, quand tout le monde est content parce que ça monte, investissez votre DC, faites faire le DCA et gardez un peu de cash aussi. Et quand ça descend et que tout le monde vend, justement, c'est là qu'il faut acheter. T'achètes. Ouais. Sûrement. Voilà Ok. pour les. Sur ces belles paroles, est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais dire Et bah, je trouve que ça a été une discussion constructive. Moi aussi, également, merci. Ça a permis de partager discuter. Déjà, c'est rare de trouver quelqu'un avec qui discuter un peu de la bourse et des investissements. C'est pas commun et donc forcément c'est une bonne chose. Ça permet de Surtout à nos partager. âges. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Il y en a plein sur. Ok. Il y a plein de vidéos sur YouTube et tout ça, de podcasts aussi. Mais trouver quelqu'un dans la vraie vie qui investit en bourse, je l'ai pas encore trouvé. Ah bon? Donc Ok. non, je connais personne dans mon entourage ou amis qui connaissent la bourse. Ou... Il y a des gens Ok. pour qui c'est du chinois. Hein. Il Ouais, y a des ouais, gens pour ouais. qui l'investissement c'est du chinois et ça rentre même pas dans leur considération quoi. C'est vrai que je regarde autour de moi, j'ai que deux, trois personnes, je pense, qui parlent un peu bourse. c'est Et pareil, les autres, c'est ignorant. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. non, les autres, ils sont pas très bourse. J'en ai quelques-uns, même un peu plus, qui parlent immobilier. Mais bourse, c'est Ouais. vrai que c'est relativement limité. Ouais. Mm. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus porté par l'immobilier que la bourse. Parce que l'immobilier, c'est tangible, il y a un bien derrière, il y a de la pierre, c'est concret. T'as un Mm. objet, t'as une maison. La bourse, pour beaucoup, c'est du casino, hein, et puis avec les crises, malheureusement, les gens, ils ont une capacité à se souvenir de ce qui a plus de ce qui est négatif que ce qui est positif. Donc du coup, Ouais. tous les crashs, je pense que les crashs 2000 et 2008 ont fait peur à beaucoup de gens. Et ça, je pense que ça fait que beaucoup de gens ils reculent un peu. Ça les fait C'est reculer. vrai. Bah oui, oui. Mais Bon, ouais, bah ouais. écoute, ce que je te propose, c'est que si l'exercice t'a plu et que tu veux revenir, à un moment qu'on rediscute, il n'y a aucun problème. Tu es le bienvenu. Et bah avec plaisir. En tout cas, plaisir à partager. Et puis Je oui, pourquoi pas se refaire vais... une autre session en développant Pareil. sur d'autres choses et en continuant sur la lignée, ouais. Ce podcast est à présent terminé. Encore une fois, Maxime, je te remercie pour l'exercice que tu as pu faire, le fait de venir sur la chaîne YouTube. Je remercie également les auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. En effet, on va s'approcher des 50 minutes de podcast. Et si vous souhaitez discuter directement avec Maxime, je vous laisse indiquer des commentaires et je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.